Dans le monde. Depuis plusieurs semaines, les États-Unis et les grandes puissances occidentales tentent de parvenir à une résolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie. La dernière rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump n'a pas permis de faire avancer les positions de chacun. Et hier, Moscou a même annoncé l'attaque d'une des résidences de Vladimir Poutine par 91 drones ukrainiens. On fait le point de tout cela. On essaye de dégrossir un peu le schmilblick, comme on dit, avec notre invité. Il s'agit de Gérard Vespierre, géopoliticien et créateur du site Le Monde Décrypté, que je vous engage toujours à aller visiter. C'est toujours très intéressant. Jonathan, je vous laisse en parler avec lui. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Pensez-vous que l'attaque présumée de drones ukrainiens contre l'une des résidences de Vladimir Poutine peut faire échouer les négociations en cours pour une résolution du conflit? Alors, effectivement, c'est une position prise par la Russie au lendemain des rencontres en Floride entre Ukrainiens et Américains. C'est assez inquiétant parce que, à l'évidence, enfin, oserais-je dire, l'Ukraine souhaite mettre fin à ces combats qui lui posent des problèmes existentiels, économiques, humains absolument considérables. Donc on voit mal comment un dirigeant ou un État qui a besoin effectivement de progresser vers la paix déclencherait en plein processus de négociation une telle opération. Donc déjà, cela échappe un petit peu à la rationalité, je dirais, générale, diplomatique, ukrainienne et universelle. Deuxièmement, on n'a eu absolument, bien sûr, aucune image de ces potentiels événements. Tous les drones auraient été détruits, ce qui est, sur le plan statistique, proprement impossible. Troisièmement, ce qui est très inquiétant, c'est que ce n'est pas M. Peskov qui aurait laissé fuiter une telle information. Non, c'est le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, n'est-ce pas, qui l'a communiqué. Donc ça veut dire que c'est un point fort, un point d'ancrage dans la stratégie d'évitement de progrès des négociations de la part de la Russie. Donc là, on a un signal vraiment très négatif. Et vers quoi allons-nous nous diriger? Allons-nous nous diriger pour forcer la Russie vers la table de négociation à un durcissement militaire occidental vis-à-vis de la Russie, s'il n'y a apparemment pas d'autre, je dirais, possibilité que de forcer effectivement la note, peut-être avec des missiles Tomahawk et des attaques très ciblées sur l'infrastructure pétrolière, ou assistons-nous à un renforcement de l'action contre les intérêts russes dans le monde? Et je veux dire par là, nous avons assisté en décembre 2024 à la chute du régime syrien, un allié de 45 ans de l'URSS Russie, qui a donc perdu sa présence militaire en Syrie, qui a perdu ses seules bases extérieures. Nous voyons maintenant depuis 3 mois des actions militaires et puissantes des États-Unis contre le Venezuela, autre allié stratégique de la Russie dans la sphère américaine. Enfin, les actions qui ont eu lieu et qui sont annoncées contre le régime iranien qui est en grande difficulté. Donc il y a effectivement ces deux champs que l'on doit regarder très attentivement, le militaire sur le champ de bataille et le stratégique, géopolitique, diplomatique dans un affrontement entre Justement, Russie et Amérique. Gérard, pensez-vous que le président ukrainien joue un double jeu? Il déclare devant les dirigeants occidentaux qu'il souhaite voir la guerre se terminer. Il profite aussi du soutien, comme vous l'avez dit, militaire, entre guillemets, avec des armes vendues par ces chancelleries occidentales à l'Ukraine, mais poursuit en même temps ses frappes contre les infrastructures russes. Alors, les infrastructures, oui, il y a, je crois, samedi, si ma mémoire est bonne, des bombardements sur un terminal pétrolier
juste à la limite de la Russie et de l'Ukraine, à Turmiuk. Mais voyez-vous, ce sont qui se placent, ces bombardements, dans une stratégie globale de l'Ukraine contre l'infrastructure énergétique, les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est cet essai de la part des Russes d'amplifier la situation de combat avec donc une fausse information, j'ose l'appeler comme ça, jusqu'à preuve du contraire, donc pour bloquer ou ralentir considérablement tout progrès des négociations. Je ne vois pas l'intérêt de l'Ukraine de se lancer dans de pareilles opérations. Alors, l'optimisme affiché il y a de cela quelques semaines sur une issue positive à ces discussions, on a l'impression aujourd'hui que ces négociations patinent et que surtout, Donald Trump ne trouve pas la clé pour convaincre Ukrainiens et Russes à mettre fin à cette guerre. Ah, je pense que l'Ukraine est prête à aller à la table de négociation. Ce qui devient inquiétant, c'est la stratégie systématique de la Russie à esquiver la négociation. Si effectivement la stratégie russe est de partir vers une guerre continue pour 2026, on est en devant de grandes difficultés, car il va falloir utiliser d'autres moyens, ceux que j'évoquais tout à l'heure, soit militaire sur le champ de bataille, soit stratégique global dans le monde entre Russie et Amérique, pour que les Russes viennent finalement à la table de négociation. Est-ce que vous pensez, si je pose ma question autrement, est-ce que vous pensez que tous les protagonistes du dossier veulent la paix? Est-ce qu'ils veulent aussi peut-être continuer cette guerre au regard des intérêts stratégiques mondiaux? Ah, je pense que, comme on vient de l'évoquer, l'Ukraine a besoin, je dirais stratégiquement, existentiellement, que ce conflit ait un terme, un cessez-le-feu puisse être engagé. Elle en a besoin militairement, elle en a besoin humainement, elle en a besoin financièrement, voire dans tous les compartiments, je dirais, de la situation d'un pays. Donc, elle n'a aucun intérêt à la poursuite de la guerre. Les Russes continuent à grignoter un petit peu de leur territoire. Donc, plus le temps va passer, plus ce grignotage va devenir un peu plus substantiel. Donc, elle perd des hommes, elle a une difficulté financière structurelle. Souvenons-nous des discussions autour des avoirs gelés russes et de leur emploi pour aider l'Ukraine. Donc, il s'agit de sommes considérables, plus de 200 milliards de dollars. Donc, voyez-vous, je ne vois pas à quel serait le jeu stratégique ukrainien et occidental, parce que cela pourrit, je dirais, notre situation économique avec des incertitudes sur les matières premières énergétiques en particulier. Donc, l'intérêt ukrainien et occidental est d'aller vers des négociations. Dernière question, Gérard, quelles pourraient être les solutions pour l'Ukraine pour mettre fin à cette guerre? On a évoqué l'issue financière avec les avoirs gelés russes. Est-ce qu'il pourrait avoir une issue politique? Je sais que Donald Trump a évoqué l'idée de l'organisation de la tenue d'élections en Ukraine. Peut-être que remplacer, entre guillemets, Volodymyr Zelensky pourrait être la solution. Mais croyez-vous que le peuple ukrainien, après ce que son dirigeant a fait pour lui, le mettra au placard? Je ne crois pas. Donc, par contre, si vous voulez, ne sortons pas du jeu, je dirais, stratégique du conflit, à savoir le territoire. Et le problème que la Russie a, c'est qu'elle a déclaré juridiquement qu'elle était maintenant en possession de la totalité du Donbass et de deux autres oblasts, alors elle ne les occupe pas militairement en totalité, à 60 à 70% pour Kherson, un peu plus pour Zaporizhzhia, 70 à 75% pour l'oblast de Donetsk. Donc voilà, ça c'est le problème fondamental et les Ukrainiens ne veulent pas céder un territoire qu'ils contrôlent encore, leur territoire historique. Gérard Vespierre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Je vous en prie. Merci à vous.